Bienvenue dans Conversation, Madame Pijaro. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler littérature et peut-être aussi un peu famille, parents. Mon invité vient de sortir son nouveau livre, un roman, un récit. Il nous dira exactement ce qu'il en est. Le livre s'appelle Finistère et il est d'Anne Berest. Bonjour, Bonjour. Anne. Comment allez-vous? Très bien. Anne, je vous pose ma question telle que je pose à tout le monde, à tous mes invités. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être Anne Berest? C'est un état de fébrilité quand on sort un livre. C'est aussi un état de dédoublement, puisque on se voit dans les librairies, dans les journaux, et on se dit, mais qui est cette personne? C'est ça qui cause la fébrilité? Non, alors, la fébrilité, elle est de se demander, là on est au début de la sortie du livre, comment il va être reçu, est-ce que les lecteurs vont aimer, est-ce qu'ils vont... Avec mon livre précédent, La carte postale, j'avais quand même créé un lien avec les lecteurs fort. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et aussi un succès même au-delà du succès commercial, c'est-à-dire il y a quelque chose dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent. Et donc ma fébrilité, elle vient de... Voilà, je me demande s'ils vont aimer celui-là aussi. C'est une attente, c'est une vraie attente, c'est-à-dire c'est ce que vous aviez en tête en l'écrivant par exemple, se dire tiens, est-ce qu'il va aussi se passer ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense en travaillant? Alors, si vous voulez, quand on a un succès comme j'ai eu avec La carte postale qui est inattendu, qui est une fois dans sa vie, c'était fou. Donc, je sais que c'est une fois. Et que sans doute cela ne va jamais recommencer. Vous le dites par superstition ou par conviction? Non, par conviction. Ouais. Mais en revanche, attendre la fébrilité de ce que vont penser les lecteurs qui auront la curiosité de revenir, ça, ce lien-là avec les lecteurs, et pour moi, était une question quand j'écrivais le livre. Ah oui, du lien, vraiment du lien avec les personnes qui vont vous lire. Oui, en fait, si vous voulez, je pense que il y a deux sortes d'écrivaines et d'écrivains. Je dis ça sans jugement l'un aussi bien que l'autre. Il y a ceux qui écrivent sans penser au lecteur, qui écrivent parce que c'est quelque chose qui sort d'eux, d'un jaillissement où ils ne se préoccupent pas de la réception. Et puis il y a les écrivaines et les écrivains qui écrivent en pensant au lecteur. Et moi, voilà, j'ai toujours mon lecteur dans la tête quand j'écris. Et en général, c'est quelqu'un d'assez jeune. Quel est ce lecteur, justement? On dit souvent qu'on écrit pour un lecteur ou une lectrice. Qui est votre lecteur? Alors, vous avez raison. On écrit souvent pour un ou une lectrice. Mes livres précédents, mes livres de fiction, mes premiers romans, j'avais quelqu'un d'assez précis. C'était toujours pour une personne en particulier. Oui. Et puis avec Gabriel, il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai eu un lecteur en tête qui était celui de la génération d'après. C'est-à-dire, j'avais toujours l'idée que j'écrivais pour quelqu'un de 18, 20 ans, à qui je veux transmettre quelque chose de très précis sur l'histoire. Une histoire. Et une histoire, et l'histoire aussi. L'histoire de ceux qui nous ont précédés. Est-ce que vous diriez que depuis ce livre, vous ne travaillez finalement que sur ça, sur cette idée de transmission et de la façon dont on raconte la mémoire? Parce que ce livre-là est quand même vraiment sur ça aussi. Oui. D'une certaine façon, mon champ d'expérimentation littéraire, c'est celui de la transmission par l'arbre généalogique. Oui, absolument. Parce que votre mère est maintenant votre père. Voilà. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans un arbre généalogique, nous construit? Qu'est-ce qui fait encore sens? Peut-être aussi, oui. Vous savez, parce que moi, quand j'avais 25 ans, j'allais très mal. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une période... Vous savez, on dit tout le temps que la vingtaine, c'est un âge très joyeux
Et non, j'observe beaucoup que la vingtaine est un âge difficile. C'est une décennie difficile. Et moi, au milieu de cette décennie, oui, j'étais très mal. Vous allez mieux? Oui. Et je vais mieux aussi grâce à une thérapie que j'ai faite, que je raconte dans le livre, qui est une thérapie par l'arbre généalogique. Je vous propose avant de continuer à parler du livre et de l'arbre généalogique, de regarder la photo que vous avez envoyée. Ah oui. On va regarder ça et on va voir. On regarde la photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est un photomaton, si je ne m'abuse. Oui, c'est-à-dire c'est une photo qu'on prenait dans les gares. Je crois qu'il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours, oui, dans les métros, oui, bien sûr. Oui. Il y a encore des photomatons un peu partout. Et donc, on y voit mon père, Pierre. Qui est le sujet, un des héros du livre, bien sûr. Ouais. Moi, avec un bonnet pointu, avec une tête de gnome. Et ma grande sœur, parce que j'ai 2 sœurs. Les lecteurs connaissent ma petite sœur Claire. Absolument. Que vous aviez reçue. Que nous avons reçue ici. Et qui a fait paraître avant l'été un livre qui s'appelle La chair des autres, un très beau livre. Mais nous avons une 3e sœur qui s'appelle Isabelle et qui est notre grande sœur. Et j'étais heureuse de partager cette photo pour dire voilà, nous sommes 3. Et c'est une photo que nous avons prise, je crois que c'est à la gare de Gap. Nous devions être peut-être en transition entre le sud et la Bretagne. Et voilà, j'aime cette photo, ma petite tête là de... Ah ouais, vous avez une tête extrêmement mignonne. Voilà. En plus, on voit bien comment vous êtes portée. Voilà, et je vois que mon père a une sorte de joie d'être avec ses 2 filles. Il a un sourire à la fois heureux et fatigué de voyager avec des enfants à une époque où les voyages duraient des heures. Et voilà, et donc cette photo, elle me touche. Comment vous voyez votre père quand vous le voyez là, comme ça? Est-ce que c'est le père que vous décrivez, dont vous parlez dans votre livre? Oui. Ce livre, un des chapitres du livre s'appelle « Portrait de mon père en jeune homme ». Et j'ai aimé travailler sur le jeune homme qu'il a été. Oui. Il était assez jeune quand il m'a eu, il est jeune encore sur la photo. Et on oublie que nos parents ont été jeunes. Et de le redécouvrir ou de se plonger dans leur histoire de jeunesse, c'est intéressant. J'ai raconté par exemple la rencontre entre mes parents. J'ai bien aimé écrire ça. Ça vous a fait redécouvrir leur histoire? Ça vous a fait redécouvrir quelque chose en vous-même peut-être aussi? Alors, d'abord, ça m'a fait découvrir son histoire, toute cette histoire d'engagement politique, du trotskisme, mais ce que ça m'a fait redécouvrir, et je vais revenir à la question de l'arbre généalogique, c'est que, vous savez, dans votre famille, quand vous travaillez sur votre arbre, vous travaillez sur les légendes. Ce qu'on vous raconte. Ce qu'on vous a raconté, les choses qui se transmettent. Oui, qui sont des légendes. Et qui se modifient avec les années. Exactement, comme les légendes. Et aussi, comme les légendes, qui sont un récit, quelque chose qui est de l'ordre d'un récit émerveillé, qui devient symbolique, qui devient... Donc, par exemple, dans le livre, je raconte le récit de la légende de ma naissance, qui a été, épique. Donc, c'est une légende. Et vous grandissez avec cette légende-là. Et ça m'a intéressée de confronter la légende avec un récit plus réaliste. L'idée même d'écrire le livre, l'envie d'écrire le livre, elle est partie de ça? Elle part de ça? Ou qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à travailler sur ça? Donc, moi j'ai un projet littéraire au long cours, bien sûr. Dans lequel chaque roman est le déploiement d'une branche familiale, puisque c'est le déploiement de la question de la généalogie. Tout à fait. Mais celui-là, je n'avais pas prévu de l'écrire tout de suite. Je savais que j'allais écrire sur la famille de mon père, mais je ne pensais pas que j'allais commencer par ça. Et puis quelque chose est survenu, est advenu, dont je parle dans le livre. Ouais.
on ne va pas divulgacher, voilà, quelque chose se passe dans ma vie à ce moment-là, qui fait que ma mère, les LIAC, les lecteurs de la carte postale, m'ont rencontrée déjà, vont la retrouver, et ma mère me sort d'un tiroir des cahiers, des colliers, et elle me dit, ça c'est le père de ton père qui a écrit ses souvenirs d'enfance. Et peut-être que c'est le moment que tu les lises. Ouais. Et vous parlez évidemment, vous travaillez sur cette généalogie-là, et vous parlez évidemment de votre goût pour le passé. Oui. On est vraiment dans cette idée-là. Oui. En quoi l'écriture, ou l'écriture de ce livre, a modifié ou métamorphosé ce goût pour le passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ou qui a changé dans ce goût-là? Parce que le livre, quand on se rend sur ça, vous parlez de ça, de ce goût du passé. Vous me parlez même des vêtements, des oripeaux, et vous vous dites, en fait, c'est le goût du passé. Est-ce que ça s'est métamorphosé? Alors, donc moi, en effet, j'ai un goût du passé. Je suis née avec ça. Dès mon enfance, j'ai été intéressée par ce qui s'était passé avant. Dans une salle ou dans une pièce ou une réunion de famille, je sentais qu'il fallait que j'aille parler aux personnes âgées, que c'était comme un devoir, qu'il fallait que je les questionne. Et c'est quelque chose qui a guidé ma vie. J'ai créé une maison d'édition il y a quelques années, spécialisée dans les biographies de personnes âgées. Donc voilà, je suis née avec ce caractère-là. On a des goûts à soi. Oui. Moi, j'avais ce goût-là. Vous avez le goût de raconter les histoires pour que le passé ne se perde pas. Oui, parce que je trouve, en ce qui me concerne, que le passé est plus mystérieux que l'avenir. Et que c'est ça que j'ai envie de chercher. Et alors, est-ce que ça a modifié? Je dirais que je creuse un sillon et que plus j'avance, plus je comprends pourquoi ce passé est si important à connaître pour moi. Oui. Mais quand j'ai ce passé, c'est pas seulement la question familiale, c'est l'histoire, avec un grand H. C'est-à-dire, Pérec disait la hache de l'histoire, comment on est traversé par l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et vous vous sentez habité, hanté par cette histoire-là, encore? Moi, bien sûr. Moi, je crois aux fantômes, de façon à la fois poétique, métaphorique et réelle. Je crois que nos ancêtres vivent avec nous, que quand on les appelle... Oui, ils sont là. Vous voyez des fantômes? En tout cas, je vis avec leur présence, ça oui. Moi, elle me semble réelle, mais pour d'autres, ça peut être un dialogue métaphorique, ou chacun... Mais vous savez, par exemple, ça, c'est pas des inventions de l'invisible, mais nous vivons, les scientifiques ont prouvé, travaillent sur ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que nos cellules ont une mémoire des émotions sur 3 générations au moins. Oui. On emmagasine les émotions de nos parents. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est comment un traumatisme va venir modifier quelque chose et s'inscrire dans vos cellules pour, d'une certaine façon, prévenir que ça ne se reproduise. Exactement, c'est une question de survie de l'espèce. C'est très biologique. Et j'aime cette découverte parce que pour moi, elle dit d'une façon scientifique quelque chose dont je suis convaincue, c'est que nos ancêtres vivent avec nous. Je vous propose d'écouter un peu de musique. On va voir si elle est dans nos gènes. On écoute un premier morceau et on va voir de quoi ça parle. On écoute. S'achève et les derniers se pressent. C'est comme dans un rêve et y a plus rien à boire. Bonsoir. Vous reconnaissez? Oui, c'est Étienne Dao. Étienne Dao, c'est un morceau qui s'appelle Saint-Lunaire. Étienne Dao, chanteur. Saint-Lunaire, c'est en Bretagne. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, encore? La Bretagne? Oui. Là, j'en reviens. Est-ce qu'elle est inscrite dans votre mémoire Alors, oui, évidemment. D'abord, elle est inscrite dans ma mémoire d'enfant, puisque j'y ai passé beaucoup de temps. Pour moi, c'est le pays de mon père. Oui. Donc, quand je vais en Bretagne, j'ai l'impression
rentrer chez lui. Comme il a disparu, aujourd'hui, tout ce paysage me parle de lui. Ce paysage finistérien, à la fois très beau et granitique, me parle de lui. Et puis c'est le pays de mes ancêtres, et c'est une chose que je ne connaissais pas. Et j'ai tellement aimé travailler sur cette histoire qui commence en 1909 avec la révolte des paysans. Oui, vous commencez très loin. Oui, avec ces agriculteurs qui sont furieux et qui se révoltent. Oui, vous partez vraiment d'un point très précis et pour ensuite déployer une histoire qui est évidemment une histoire familiale, mais que c'est aussi sûrement une histoire de résistance. Oui, c'est une histoire familiale, mais c'est à travers l'histoire de la famille, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire de France, de résistance et de France, et de la déployer, si vous voulez, en regardant un peu à côté. C'est-à-dire, par exemple, comment mai 68 s'est passé en Bretagne. On a toujours des images de Paris, de mai 68. Mais mai 68 a eu lieu dans toute la France. C'est une génération entière qui s'est révoltée. Donc ça m'a intéressé de faire ce pas de côté. J'avais parlé de la Seconde Guerre mondiale dans la carte postale, dans le regard d'une famille d'Europe de l'Est, d'une famille ashkénaze. Là, je regarde la Seconde Guerre mondiale dans le regard d'une famille bretonne. Vous changez l'angle. C'est-à-dire que c'est la même période, mais c'est une autre façon d'être traversée par les événements. En même temps, vous dites que vous êtes la première génération qui part de la guerre Montparnasse et qui n'y arrive pas. En fait. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que dans ce travail de transgénéalogie, de génération en génération, j'ai travaillé sur qu'est-ce qui se passe, le rapport attraction-répulsion entre Paris et la Bretagne. Première génération, Paris c'est l'ennemi, avec toutes ces histoires d'agriculteurs. Deuxième génération, mon grand-père fait ses études en Bretagne et puis revient, fait sa vie pour la Bretagne. Mon père, lui, va à Paris, mais va y rester. Et nous, on est la première génération pour qui la Bretagne, ce sont les vacances. Ce sont les vacances, oui. C'est plus là où on vit. Et ça, c'est un regard presque sociologique qui m'a... C'est ça qui me passionne en travaillant dans l'arbre. C'est pas pour parler de ma famille, de mon père, de ma mère, etc. C'est pour parler, en prenant une famille, mais qu'elle parle à tout le monde aussi. Oui, c'est un projet avec des strates. Je vous propose d'écouter encore un morceau. En tout cas, quelque chose. On écoute. On va écouter. Si vous ne reconnaissez pas, je vais vous dire ce que c'est. C'est Francis Picabia, la nourrice américaine. J'étais... J'imagine, vous n'étiez pas très loin. Ah, ça me touche. Là, on est aussi dans l'arbre généalogique. On est là dans l'arbre généalogique, et puis entre les liens entre la peinture et la musique. Dans la mémoire. La mémoire. Donc, Francis Picabia est donc, je dis mon, mais je devais dire notre, parce que je pense à mes sœurs, arrière-grand-père. Et il a épousé notre arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, qui était musicienne, première jeune femme à entrer en classe de composition à la Schola Cantorum. Pourquoi ? Parce que c'était une nouvelle école. Ils avaient besoin d'élèves pour payer la scolarité. Donc ils ont accepté une femme. Incroyable. Donc ça a été ce premier livre, Gabrielle, donc sur elle, et puis sur Francis Picabia, que j'ai écrit avec ma sœur Claire. Et c'est vrai, ce livre a été un déclencheur. C'est-à-dire qu'à travers ce livre, j'ai compris que désormais, mon pays d'écrivaine, mon territoire de littérature, ça serait la famille. Et ça permet aussi de mettre peut-être la figure de Picabia lui-même un peu loin, ou en tout cas de mieux la maîtriser peut-être, ou de bien vivre avec elle, ou peut-être que ça n'a jamais été une question. Non, si, ça a été une question, tout à fait. Ça m'a permise en travaillant sur Gabriel, sur sa femme, de le remettre un peu aussi, de dire à l'ogre... De le mettre à une place, plus humaine peut-être. Mais cet ogre, je vais m'y confronter un jour, c'est sûr. Oui, on attend. On écoute un autre morceau.
la mousson. Dessous, le C'est Jeanne Bengale. Moreau. C'est Jeanne Moreau et Marguerite Duras. Oui. Calcutta C'est centrale. la rumba des îles. Ah oui. Duras, c'est... De Gange. Ah oui, c'est Important, c'est une c'est- figure ça très reste, importante. Elle apparaît dans le livre. Elle a une silhouette en mars 68, alors qu'elle interviewe un jeune lycéen de 16 ans qui est Romain Goupil. Et on est quelques mois avant les événements de mai 68 et Marguerite Duras est cette femme visionnaire qui est toujours là avant que les choses n'arrivent. Et c'est une figure qui vous intéresse encore pour Oui. aujourd'hui? Pour votre travail ou pour regarder le monde aussi peut-être ou, Alors, Marguerite Duras, elle a été au cœur, adolescente, elle a été au cœur de ma vocation. Parce que c'était quand est sorti le film, L'Amant, adapté de son roman, Ouais. il y a eu beaucoup de choses sur elle dans les journaux. Et sur Marguerite Duras. Et donc j'étais adolescente et soudain, je vois une photo d'elle, jeune. Et j'ai une sorte d'appel. Son visage me bouleverse. Et je me dis, c'est ça que je veux être. Ah oui. Vous voulez être Marguerite Duras. Je veux être elle, je veux C'était- être écrivaine. C'était les lunettes, le col roulé C'était... Non, parce que c'était une photo d'elle jeune, Ah oui, 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 je reviens. de l'époque de l'Amant. Oui, oui. Et c'était une photo où elle a du rouge à lèvres. Hmm. Et je peux pas vous dire, cette image, c'est comme oui, une icône personnelle. C'est-à-dire que cette image a changé ma vie. C'est-à-dire que c'est une image qui vous fait entrer en littérature. Oui, C'est beau. Est-ce que vous la lisez encore? bien sûr. Est-ce que vous avez un texte de Duras, comme ça, que vous recommanderiez plus qu'aucun autre ou... Alors, évidemment, L'Amant. Mais là, c'est drôle. Hier, en librairie, je me suis offert tous ces écrits sur l'écriture. Ah oui, oui. Bon. Très bien. Et je l'ai comme pour lui dire de m'accompagner, de me donner Oui. du courage. Évidemment, je ne me compare pas à elle, hein, mais plutôt comme comme une figure. Ouais. Une compagne de route. Ouais. Mm. Ouais. Je vous propose de passer à notre séquence suivante, Oui. la dernière. On va regarder des mots. C'est notre petit questionnaire de Proust, qui lui aussi a travaillé sur la généalogie. Oui. Et vous allez réagir à ces mots-là. On va regarder les premiers mots. Vertu. Quelle est votre vertu préférée? Est-ce que vous avez une vertu? Est-ce que le courage est une vertu? Peut-être. Est-ce que c'est une vertu? Est-ce que ce serait votre vertu préférée? En tout cas, c'est celle que j'essaie d'avoir. J'ai l'impression que j'en ai pas assez. Ah bon? Oui. Il vous en manque parfois? Oui, parfois, oui. Dans quelle situation? Dans beaucoup de situations. D'accord. Le mot suivant. Défaut. Quel est votre meilleur défaut, Ah, le meilleur, c'est-à-dire... par exemple? Parce que si je veux pas dire les pires, Quel est donc votre ceux meilleur qui défaut? sont acceptables. Voilà, quel est votre défaut préféré? Mon défaut préféré, je dirais que c'est un défaut, mais qui a des vertus. Je suis obsessionnelle. Ah oui? C'est quelque chose qui peut être très fatigant pour l'entourage. Ça vous, même pour vous, ça peut vous peser? Oui. Et alors, ce défaut, encore une fois, qui est le bon défaut. Hein. Je ne vais pas parler de mes mauvais défauts parce que je veux que les gens pensent que je suis fréquentable. Vous êtes très fréquentable. mais être obsessionnel est fatigant pour soi-même, pour l'entourage. Néanmoins, bon, ça vous fait quand même avoir une sorte de... Voilà, creuser le sillon jusqu'au bout. Est-ce que vos obsessions vous quittent parfois? Ou est-ce que quand vous en avez une, c'est à vie? Non, j'en ai certaines à vie. L'écriture est une obsession à vie. Oui. Après, j'ai des obsessions qui tournent en boucle et qui passent. Oui, Ouais. bien sûr, ça c'est les structures obsessionnelles. Sont souvent comme ça sur plusieurs rythmes différents. Donc ça vous passe. Le mot suivant. L'amitié. C'est quoi pour vous l'amitié? Ah, l'amitié, c'est la grande affaire de ma vie. Ah oui? Dans quel sens? C'était une préoccupation
je dirais presque plus grande que celle de l'amour. Ah oui? Vos amis comptent davantage ou c'est quoi? Ou c'est le principe même de l'amitié? En tout cas, je dirais que j'ai un rapport amoureux à mes amis. Ah oui? Passionnel, fidèle, tourmenté. Et depuis mon adolescence, la question de l'amitié, c'est une grande affaire. Je peux être blessée en amitié plus qu'en amour. Ah oui? Vous privilégiez vos amitiés à vos amours? Je ne les privilégiais pas, je dirais que je les vis avec autant d'intensité. D'accord. Et je pense que dans la vie, un amour peut en chasser un autre, mais un ami ne chasse jamais un ami qu'on a perdu. Je comprends. Un mot suivant. Amour, justement. Alors, je dirais que c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses et que longtemps j'ai confondu l'amour et la passion. Ah oui? Et que maintenant que j'ai compris, j'ai découvert l'amour. Vous avez découvert l'amour? Oui. Et donc vous avez oublié la passion? J'ai oublié la passion et j'ai découvert ce que c'est vraiment l'amour. Vous êtes une grande amoureuse maintenant? Oui. Mais je l'ai découvert dans sa... Je parle d'un proverbe breton dans le livre. Les marins disent dans le Finistère, là où l'eau est calme, c'est qu'elle est profonde. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui peut définir la différence entre la passion et l'amour. Derrière le calme, il y a... Oui, il n'y a pas forcément la tempête. Voilà. Un dernier mot. On va se quitter sur ce mot. Souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre souhait à l'instant présent? Mon souhait est très tourné sur mon livre. Qu'on me pardonne ce petit moment de narcissisme. Mais absolument. Vous êtes toutes pardonnées. Et je souhaite... mon souhait, c'est que lorsque les gens refermeront ce livre, qu'ils aient envie de parler à leur père, que les filles aient envie de parler à leur père, que les pères aient envie de parler à leurs filles, qu'ils se disent, en refermant ce livre, il faut se dire les choses. Il faut se dire qu'on s'aime, il faut se dire les mots, on peut pas passer les uns à côté des autres. C'est un livre sur la transmission avec des personnages de tes œufs. Oui, c'était pas facile d'écrire. Pour dépasser ça. Ouais. C'est pas facile d'écrire sur le silence, sur l'absence de mots. Absolument. Merci. Merci à vous. Merci pour cette conversation et pour ces mots. Merci. Et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Conversation. Cette lumière. La mousson. Dessous, le Bengale. Cette poussière là-bas. Calcutta central.